Aujourd'hui, je voudrais vous lire la préface à l'édition chinoise de mon livre « 5 leçons sur la théorie de Jacques Lacan », livre qui sera publié en Chine d'ici quelques mois. Mais pourquoi vous lire cette préface? Parce que dans ces pages, je raconte une histoire inoubliable. L'inoubliable histoire de ma relation avec Jacques Lacan, grand psychiatre et psychanalyste français, né en 1901 et mort en 1981. Étant donné que ce livre, qui va paraître en Chine, porte sur la théorie de Lacan, l'éditeur m'a demandé de raconter dans un avant-propos comment j'ai connu le docteur Lacan. Voilà, je vais vous lire cette préface. J'ai découvert Lacan en Argentine en 1966, année où j'ai commencé à lire ses premiers cours intitulés « Séminaires ». Je les lisais passionnément, avec l'aide d'un ami qui me le traduisait en espagnol, car à l'époque, je ne connaissais pas le français. 2 ans plus tard, grisé par le charme d'une psychanalyse nouvelle, je prends la décision avec ma jeune épouse de partir en France, foyer vivant de la pensée lacanienne. Je voulais partir en France pour étudier directement avec le maître. C'était comme voyager au cœur de la Rome d'Auguste pour m'approcher au plus près de l'empereur. C'est ainsi que le 1er septembre 1969, après avoir traversé l'océan à bord d'un paquebot, je foule le sol français pour la première fois. J'apprends alors la langue le plus vite possible afin de me présenter au docteur Lacan, lui parler dans un français compréhensible et lui expliquer que, jeune psychiatre argentin, je viens me former avec lui grâce à une bourse de l'ambassade de France en Argentine. Finalement, notre rencontre eut lieu en novembre de la même année et Lacan s'est montré très heureux d'apprendre que les autorités françaises estimaient si grandement la valeur de son enseignement qu'elles avaient décidé de m'octroyer une bourse d'études. Durant les 2 années qui suivent, je travaille en France, je travaille à Paris, d'arrache-pied, la théorie psychanalytique. Et en 1971, à ma grande surprise, Lacan me téléphone pour me demander de corriger la traduction en espagnol de son livre majeur, Les Écrits. Je viens de vous dire que Lacan m'a téléphoné, mais en fait, ce n'est pas à moi qu'il a téléphoné. Ce fut à mon épouse. Et qui plus est, à mon épouse alitée dans une chambre de la maternité la veille de l'accouchement de notre fille aînée. Je garde le plaisant souvenir, émouvant aussi, souvenir d'une scène cocasse que je ne puis m'empêcher de vous raconter. J'entre dans la chambre, tout excité devant l'heureux événement qui allait se produire. J'embrasse ma femme et aussitôt elle m'annonce « Lacan t'a téléphoné ». « Quoi? C'est impossible. Ici, à la clinique. » « Oui, Lacan t'a téléphoné et je lui ai raccroché au nez. »« Quoi? Mais c'est une plaisanterie. » « Non, non, je dormais, me dit-elle. Le téléphone sonne, je réponds
Et voilà qu'au bout du fil, j'entends le souffle de quelqu'un qui ne me parle pas. Alors, fâché, je raccroche immédiatement. Le téléphone sonne à nouveau, mais cette fois, Lacan s'est présenté et m'a demandé que tu le rappelles d'urgence. J'étais stupéfait par tant d'invraisemblance. Je quitte précipitamment la chambre. Je m'engouffre dans une cabine téléphonique pour appeler Lacan tout de suite, lequel me donne rendez-vous le vendredi suivant. Comme prévu, je me rends à son cabinet ce jour-là. Je trouve une salle d'attente bondée de monde. Je m'assieds et j'attends qu'il vienne me chercher. J'entre dans son bureau et tout de suite après que nous nous sommes dit bonjour, il me surprend en jetant rageusement un livre sur sa table de travail et en me demandant « Connaissez-vous ça ?» Il a fait ça. Donc, connaissez-vous ça? Je regarde l'ouvrage et intimidé, je lui réponds que non. Il enchaîne aussitôt pour m'expliquer qu'il s'agit de l'édition en espagnol de ses écrits portant le titre malheureux de Lectura estructuralista de Freud. Lacan était très mécontent et très indigné d'avoir été assimilé aux structuralistes. Il me demande alors si je serais d'accord pour examiner de près ce livre en espagnol, probablement criblé d'erreurs, et le corriger. J'ai accepté sur les champs, malgré la grande responsabilité que ce travail signifiait. Je me suis permis, cependant, de lui soumettre une condition à laquelle le docteur Lacan a aussitôt consenti: pouvoir le consulter chaque fois que je rencontrais une difficulté, qu'elle soit linguistique ou conceptuelle. Mettez-vous à ma place, cher lecteur. Là, je m'adresse au lecteur chinois. Mettez-vous à ma place, cher lecteur. Vous allez lire en chinois le livre d'un psychanalyste français, et moi, en 1971, j'ai corrigé la version espagnole du chef-d'œuvre d'un penseur éminent. Tout au long de ces mois de travail intense pour restituer fidèlement les concepts lacaniens en espagnol, j'ai eu la chance de rencontrer maintes fois le docteur Lacan en tête-à-tête. Lorsque je lui demandais d'expliciter sa pensée pour que la traduction soit exacte, je bénéficiais à chaque fois d'un lumineux commentaire de texte. C'était un émerveillement. J'avais le sentiment de recevoir rien que pour moi le plus royal des cours particuliers. Quelquefois, nos rencontres avaient lieu dans sa maison de campagne à Guitrincourt. Mais le plus souvent, nous nous voyions dans un restaurant proche de son cabinet. Pendant que nous dînions côte à côte, je lui soumettais les différentes options pour traduire en espagnol certains passages difficiles de son livre. Je me revois encore au restaurant Le Décaméron, rue Montalembert. Le Décaméron aujourd'hui n'existe plus, mais il existait à cette époque, merveilleux restaurant, Le Décaméron, Montalembert, rue Montalembert. Assis, je me vois aujourd'hui, là, en vous parlant, je me vois assis sur la banquette à sa gauche, avec toutes mes notes étalées sur la nappe blanche. Je vous raconte que Lacan commandait pour lui invariablement une omelette aux truffes. Et pour moi, sans que je le demande,
Monsieur, s'il vous plaît, pour le jeune homme, vous lui apportez un riz de veau à la crème. Quel émouvant souvenir. Vous imaginez, j'avais 28 ans et lui 70 ans. Sachez que le livre fut réédité dans une nouvelle version très aboutie avec son véritable titre « Escritos » et portant en première page une mention qui m'honore, révision technique de J.D. Nasio en collaboration avec l'auteur. Quelques années plus tard, en 1974, je suis retourné le voir à son cabinet 5 rue de Lille, mais cette fois pour perfectionner ma technique de psychanalyste. Je lui ai demandé alors, « Docteur, à présent, je voudrais vous parler régulièrement du travail avec mes patients. Nous sommes ainsi convenus des séances de supervision tous les lundis à 11 h du matin. Assez souvent, il m'arrivait également d'aborder avec lui tel ou tel aspect de la théorie psychanalytique, théorie que j'approfondissais sans cesse. Or, en 1979, 10 ans après mon arrivée en France, aura lieu un événement exceptionnel. J'étais invité par Lacan à prononcer une leçon dans son séminaire. Cet événement m'incitera à écrire le livre que vous tenez entre vos mains. Que s'est-il passé? Le lundi 14 mai 1979, je m'assieds devant Lacan et comme d'habitude, j'ouvre le dossier d'un de mes patients et lui dis « Aujourd'hui, docteur, je voudrais vous soumettre le cas de… » Voilà que Lacan m'interrompt, me regarde fixement et m'annonce « Nasio, demain, vous faites mon séminaire. » Je vous assure que cette phrase résonne en cet instant que je vous parle. Nasio, demain, vous faites mon séminaire. Je n'oublierai jamais. Surpris devant cette proposition, je lui dis « Pardon ?» C'est alors qu'il me précise « Demain, mardi, vous parlerez devant l'auditoire de mon séminaire et vous leur raconterez ce que vous avez écrit et que vous m'avez lu la semaine dernière à propos du concept de sujet de l'inconscient. » Vous vous en doutez, cher lecteur, je suis sorti de cette séance hébété de joie, submergé par l'immense confiance que me témoignait le maître. Une fois à l'extérieur, je me suis mis à marcher comme un automate dans la rue de Lille. Si le lecteur chinois vient à Paris, il visitera ce quartier magnifique du 7e arrondissement, parsemé d'antiquaires, de galeries d'art, de libraires et de vieilles maisons qui bordent la Seine. Je disais donc que lorsque je suis sorti de cette séance irréelle, j'étais comme ivre, en marchant et en sautillant tout au long des trottoirs. Tenir le séminaire en lieu et place du maître, c'était comme si le président de la République m'avait intimé « Nasio, demain vous dirigez la France ». C'est terrible. Du jour au lendemain, je devais réaliser l'impossible. Bien sûr, j'ai décidé d'annuler toutes mes consultations prévues ce jour-là et travailler sans relâche durant toute la nuit. Le mardi 15 mai 1979, à 12h15, j'étais prêt à intervenir du haut de la tribune
du vaste amphithéâtre de la faculté des droits, place du Panthéon, devant plus de 800 personnes venues écouter Lacan comme chaque semaine. Qui composait ce public? De psychanalystes, certes, mais aussi des écrivains, des linguistes, des mathématiciens, des artistes, des cinéastes, des philosophes. Bref, c'était toute la communauté des intellectuels parisiens impatients de voir les paroles du maître. Or, ce n'est pas le maître qui apparaît sur scène, mais un jeune homme parlant le français avec l'accent argentin. Vous imaginez le tableau? Je suis debout devant le micro avec mes notes posées sur les pupitres, seul face à cette foule bourdonnante, avide de savoir. Lacan est assis dans l'ombre, au fond de l'estrade. À ses côtés se trouve Gloria, sa célèbre secrétaire espagnole. Je vous raconte que durant mon exposé s'est produit un incident amusant que personne d'autre que moi n'a perçu. Alors que je parlais de la relation de Lacan avec Freud et avec Ernest Jones, Ernest Jones, c'est un grand psychanalyste anglais que Lacan avait connu personnellement, beaucoup admiré et sans doute, je pense, jalousé. Eh bien, en pensant à Freud et à Ernest Jones, m'est venue une formule un peu osée pour distinguer l'amour et le désir. J'avais dit, Lacan aime Freud comme un père idéal, mais c'est Jones qu'il désire. À peine avais-je terminé cette phrase que j'entendis derrière moi Lacan chuchoter « Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre ?» C'est donc ainsi, lors de ces mémorables jours de mai 1979, que j'ai parlé à la place du maître devant un auditoire ô combien exigeant. Voilà l'inoubliable histoire de ma relation avec Lacan. Après avoir lu cette préface destinée aux lecteurs chinois, je voudrais conclure en vous disant qu'aujourd'hui, tant d'années après, eh bien, je voudrais conclure en vous disant que le meilleur enseignement que j'ai reçu de Lacan est cette liberté de recréer l'œuvre d'un maître jusqu'à la faire sienne. Je vous remercie.